Bonjour, notre intervention est intitulée La pensée de Jean Doué entre pragmatisme et éducation. Le public saisi par le pragmatisme. Jean Doué, 1859-1952, est un psychologue et philosophe américain. Avec Charles Peirce, 1839-1914, et William James, 1842-1910, ou encore George Mead, 1863-1931. Il est l'un des fondateurs du courant pragmatiste. Il étudie à l'université de Vermont, dont il sort diplômé en 1879. Après 2 ans passés à enseigner dans le secondaire, en tant qu'instituteur au niveau élémentaire, il reprend des études de philosophie au sein de l'université Johns Hopkins. Il découvre Hegel sous l'influence du philosophe et éducateur George Morris. Jean Doué obtient son doctorat en 1884 avec une thèse intitulée La psychologie de Kant, dont il substitue aujourd'hui aucune trace. Cette même année, il est nommé instructeur à l'Université de Michigan, qu'il quitte en 1894 pour rejoindre la nouvelle Université de Chicago. Placé à la direction du département de philosophie, de psychologie et de l'éducation, il fonde l'Université de Chicago laboratoire school, envisagé comme un centre de recherche dans le domaine de la pédagogie. Un conflit avec une partie des enseignants de l'école laboratoire tranché par l'administration de l'université en faveur de ce dernier. Le poste toutefois a démissionné en 1904. À partir de 1905, jusqu'à la fin de sa carrière, il est professeur de philosophie à l'Université Columbia à New York et au Teacher College de cette université. Jean Doué est l'auteur d'une œuvre commencée en 1882 et poursuivie jusqu'à sa mort, dont la collection complète a fait l'objet d'une publication entre 37 volumes. Par cette œuvre dense, au cours de laquelle il a abordé des thématiques aussi variées que la connaissance, la pédagogie ou encore l'art, il a eu une influence profonde sur la pensée du XXe siècle aux États-Unis. Son travail a fait l'objet d'une réception plus tardive en France, à l'image de la place centrale occupée durant sa carrière par la question de l'enseignement, dont il a fait lui-même l'expérience durant quelques années avant d'en faire un objet d'expérimentation au sein de son école laboratoire. Ce sont d'abord les aspects de son travail intéressants, la pédagogie qui ont été appréhendés, et c'est notamment dans le champ des sciences de l'éducation. Ces travaux ont ainsi activement participé à un mouvement de profonde reconstruction de la manière de concevoir le processus éducatif, au point que Jean Doué soit parfois considéré comme le théoricien, le porte-parole, le représentant et le symbole de l'éducation progressive en Amérique et dans le monde. Qu'on l'on félicite ou qu'on lui en fasse le reproche. Depuis le début des années 2000, d'autres dimensions de son œuvre pénétraient à leur tour de nouveaux pans des sciences humaines et sociales en France, à la faveur en particulier de la traduction en français de plusieurs de ses textes. De ce point de vue, la traduction et la présentation de l'ouvrage proposé en 2002 par la philosophe Joël Zack caractérise sans doute une étape décisive dans la redécouverte de l'auteur dans le champ philosophique que l'amorce d'un tournant pragmatique de la sociologie. À cet égard, le pragmatisme qui dessine le penseur américain correspond à une philosophie de l'expérimentation et de l'enquête, prisme via lequel il a élaboré la pensée politique dans laquelle s'inscrit sa démonstration de ce qu'est le public.
Deuxième partie, l'identification des problèmes du public. Jean Doué s'est notamment intéressé à la question du public dans son ouvrage de 1927, The Public and its Problem, et écrit en réponse à l'ouvrage intitulé The Phantom Public, publié en 1925 par Walter Lippmann, entre 1889 et 1974. Les deux auteurs partageaient le constat de la difficulté rencontrée par le peuple pour exercer sa citoyenneté et participer effectivement au gouvernement conformément aux principes sur lesquels sont édifiées les sociétés démocratiques. En effet, dans cette grande société moderne où les formes anciennes de la communauté, les associations en face à face, développées à une échelle locale, se trouvaient désormais interconnectées avec des organisations lointaines et invisibles. Les individus rencontraient des difficultés à s'interconnecter et se reconnaître en tant que communauté. Le public se trouve ainsi éclipsé dans un contexte de complexification de questions à résoudre au sein des sociétés modernes. Les deux auteurs rejetaient de conquérir le mythe de l'omnicompétence des citoyens. Pour Walter Lippmann, dans ce contexte d'aggravation de la difficulté des affaires à diriger, la solution à cette disparition du public semble résider dans l'avènement d'un gouvernement d'experts. Par leur maîtrise des connaissances afférentes aux problèmes modernes, ils seraient seuls capables d'en gérer la complexité. Pour Jean Doué, au contraire, séparés des intérêts communs, une classe d'experts ne peut mener que vers la poursuite d'intérêts privés aboutissant à la construction d'une connaissance privée, ce que dans les affaires sociales ne représente aucune connaissance du tout. Pour que le public sorte de son éclipse, il apparaît ainsi nécessaire que la connaissance devienne la possession de la multitude, condition indispensable de formation de l'opinion publique. Toutefois, si Walter Lippmann conditionne la participation des individus à la connaissance préalable des questions qui doivent être gouvernées, pour Jean Doué, la formation du jugement public est subordonnée à la participation active des individus à la production de connaissances relatives aux questions révélant de la décision publique. Ainsi, le moyen de parvenir à cette redécouverte du public correspond-il à la libération des processus d'enquête et à la dissémination de leurs résultats. Troisième partie de notre intervention est intitulée La structuration du public par l'enquête. Selon Jean Doué, le phénomène d'association des individus est un fait incontournable, inévitable et universel dont il apparaît dès lors sans intérêt de rechercher les causes. Cette dimension inéluctable du phénomène ne suffit toutefois pas à caractériser l'existence d'un véritable public qui n'est pas assimilable à un simple groupe de spectateurs. Le public est la forme d'association proprement humaine caractérisée par le lien formé autour de l'action menée conjointement en vue de réguler les conséquences de l'activité humaine. En effet, le fonctionnement de sociétés démocratiques était caractérisé par la liberté laissée aux individus d'entreprendre de nouvelles activités. Ces activités peuvent rester circonscrites à un espace purement privé dès lors qu'elles n'engendraient aucune conséquence pour les individus qui y prenaient pas directement part. Au contraire, elles peuvent produire une modification des cadres d'existence des individus qui ne sont pas les promoteurs. Dans cette perspective, l'introduction d'une activité nouvelle est susceptible de constituer un trouble, un fait social problématique affectant des individus qui ignoraient l'origine de cette modification de leur environnement.
la passivité des individus vis-à-vis des problèmes dus à l'interdépendance résultant de la vie en société procède de cette ignorance. Ainsi, le rôle démocratique de contrôle et de vigilance du public à l'égard des activités publiques comprises comme activités qui ont engagé des conséquences affectant les personnes en dehors de ce qui le mène est-il subordonné au processus d'organisation du public par la mise en œuvre d'une dynamique d'enquête. La reconnaissance de troubles perturbant leur environnement engage les individus qui sont involontairement exposés à explorer ce qui se passe. L'identification de troubles leur permet ainsi de se reconnaître et de se constituer en tant que public actif capable de discuter les conséquences graves, indirectes et persistantes de l'activité en cause. C'est donc à travers l'engagement dans une dynamique d'enquête sociale que le public, jusqu'alors dispersé, parvient à se reconnaître et se structurer. Le public se constitue ainsi en réaction aux conséquences d'une activité dont il n'est pas à l'initiative, traçant de lors la ligne de partage entre la nature publique au privé des agissements des individus selon que leurs conséquences vont ou non affecter des personnes au-delà de celles qui y sont directement associées. Le public se construit donc dans l'action à travers le contrôle qu'il cherche à exercer sur les activités sociales dont il subit les conséquences. La formation du public apparaît dès lors comme la contrepartie de la liberté laissée aux acteurs économiques de développer de nouvelles activités. Son rôle critique correspond au revers démocratique de la liberté d'entreprendre accordée à la sphère économique. Via l'identification de ces processus de maîtrise de conséquences des activités sociales, il apparaît que la formation du public répond à une logique d'anticipation. Elle implique une dimension volontaire. Le public sort de l'état passif dans lequel les individus se contentaient de subir une situation indéterminée pour entrer dans une logique active d'exploration en vue d'opérer un contrôle sur les éléments constitutifs de cette situation initiale, transformant celle-ci en une situation nouvelle. Ainsi, les associations se développaient-elles en société spécifiquement humaine à l'occasion d'une action commune des individus tendus vers la recherche des conséquences de cette action. Il ne s'agit donc pas seulement de la simple circonstance d'être exposés collectivement aux conséquences d'une même activité. La structuration du public implique que les individus fassent l'expérience d'un fait social problématique à travers l'engagement d'un processus d'enquête sociale. Au cours de ce processus, ils pourront faire évoluer leur connaissance des faits sociaux correspondant à la situation troublée, ainsi que leur compréhension des moyens d'action qui peuvent être mis en œuvre pour le contrôler. Pour le philosophe américain, les faits sont sociaux dans la mesure où ils contiennent en eux-mêmes la possibilité d'une expérience, autrement dit que ces faits, considérés comme transformables, peuvent faire l'objet d'une expérimentation. Dans cette perspective, la progression de la connaissance des faits sociaux est subordonnée à la mise en œuvre d'une dynamique d'expérimentation qui constitue dès lors le cœur du processus d'identification du public par lui-même. Expérimentation, perfectionnement de la connaissance et dissémination de résultats. L'expérience n'est pas à entendre au sens empiriste dans la mesure où elle n'est pas passive, mais qu'elle est tendue vers le perfectionnement de la connaissance. Il ne s'agit pas seulement d'endurer une situation, mais aussi d'agir en fonction du trouble. Jean Doué a ainsi consacré en 1906
une large part de ses travaux à la réhabilitation de l'expérience comme source de développement de la connaissance. En opposition avec la philosophie classique, il rejette la dichotomie traditionnelle entre action et connaissance, dichotomie au terme de laquelle la première est définie comme intrinsèquement inférieure à la seconde. Il établit l'action et l'expérience comme le seul démarche capable de faire émerger cette connaissance en opposition à la conception selon laquelle elle serait le reflet d'une réalité immuable qu'il s'agirait de dévoiler, largement influencé par les théories de l'évolution de Charles Darwin, 1809-1882, Jean Dewey envisage l'expérience d'abord comme une fonction biologique d'interaction entre l'organisme et son environnement. Il définit ainsi les caractéristiques de l'enquête expérimentale en tant qu'élément constitutif de la relation qui s'établit entre l'action et l'environnement dans lequel elle se déroule. À partir de 1985, Jean Dewey préférera nommer cette dynamique d'interaction transaction. C'est afin de mieux rendre compte de la transformation opérée par cette dynamique, non seulement de la nature de la relation nouée entre les entités interagissantes, mais aussi des entités elles-mêmes modifiées et remodelées les unes par les autres. La logique expérimentale décrite par l'auteur peut être décomposée en phases. Il s'agit d'abord de procéder à l'identification d'un problème à résoudre, d'un trouble correspondant au moment auquel l'individu est contraint d'explorer les situations problématiques compte tenu d'un dérangement de son environnement habituel. Ensuite, il s'agit d'élaborer des hypothèses conçues comme un plan d'action pour résoudre le problème identifié initialement. Cette expérience est ainsi tendue vers la recherche de ses conséquences correspondant à la transformation de la situation initiale. L'expérimentation est donc transformative. Les éléments qui la constituent sont transformés réciproquement et développés de nouvelles caractéristiques. À cet égard, le plan d'action mis en œuvre correspond à une fin en vue et non à une fin absolue dans la mesure où elle est toujours susceptible d'être modifiée par une nouvelle expérience. La troisième phase de la logique expérimentale correspond à la mise à la preuve de l'hypothèse. Celle-ci doit être associée à l'évaluation des conséquences de l'action, dès lors que l'objet de l'enquête correspond à la transformation d'une situation initiale indéterminée en une connaissance que Jean Dewey en 1938 nomme assertabilité garantie. À l'insu de l'expérimentation, il s'agit donc d'identifier si le problème est résolu et par conséquent si l'hypothèse testée est vraie, ou plus exactement si elle est vérifiée, dans la mesure où vrai signifie vérifier et rien d'autre. En outre, à rebours d'une vision fixiste de la connaissance, les faits établis comme un trouble et les hypothèses envisagées comme solution de ce trouble sont intimement liées au cours de l'expérimentation. Les secondes viennent sans cesse permettre la réévaluation du premier qui à leur tour justifie un réajustement des idées à expériencer dans une dynamique d'interaction constante suivant le principe de la continuité de l'expérience. À cet égard, pour Jean Dewey, une expérience réussie ne se définit pas par son achèvement, mais par sa capacité à engendrer un contexte propice à la naissance d'une nouvelle expérience. Ainsi, l'environnement est-il le contexte dans lequel se déploie la potentialité des expériences tendant à se maîtrise, mais parallèlement l'expérience modifie l'environnement dans lequel elle a lieu. La démarche expérimentale revêt un caractère dynamique, l'environnement produisant les conditions du développement de l'action, tandis que l'activité d'enquête modifie le contexte dans lequel pourront se développer de nouvelles expériences.
La logique expérimentale décrite par l'auteur inscrit donc la production de la connaissance dans un système d'observation des conséquences de l'action. Il doit être souligné que l'auteur érige la publicité complète de ce système comme une condition tant de l'existence d'un public véritable et effectif que de l'amélioration des méthodes de l'enquête sociale. Pour que l'enquête participe effectivement à la résolution des problèmes de l'éclipse du public identifié initialement, il est nécessaire d'opérer une communication constante des résultats de l'expérimentation, dissémination des informations sans laquelle les connaissances ainsi obtenues ne permettent pas d'engager un processus de confirmation collective. Aujourd'hui, la pensée des gens doués sur le public est régulièrement mobilisée dans les travaux menés en France autour des thématiques de la démocratie participative, avec pour objectif, par exemple, d'enrichir la description de délibérations publiques réellement existantes en mettant l'accent sur les effets de la coprésence de personnes rassemblées en public, ou encore pour inviter à regarder la participation comme un processus d'enquête et d'expérimentation autant que de discussion. La pragmatique des alertes et des controverses fait également l'objet d'une lecture à partir de la vision du public de Jean Doué. Tandis que la sociologie du problème public est abordée au prisme de l'expérience, permettant ainsi d'éviter quelques écueils de la théorie constructiviste pouvant conduire à conférer aux problèmes sociaux un caractère artificiel en remplaçant l'expérience concrète qu'en font ceux qui en sont affectés au cœur de l'analyse et favorisant ainsi l'émergence d'une sociologie de l'expérience publique qui interroge les liens entre enquête sociale et ethnométhodologie. Ces différents exemples, loin de présenter de manière exhaustive la multiplicité des références faites à Jean Doué, témoigner néanmoins sans aucun doute du dynamisme de la réflexion menée ces dernières années à partir de ces travaux. Voilà, notre intervention autour de la pensée de Jean Doué est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.